En fait, je m'en suis souvenu, la première fois que j'ai parlé publiquement des présidents de la République et de l'histoire, c'était dans cette salle, dans le séminaire de Bogomil. Ça a été ma première intervention publique qui a donné lieu au premier article que j'ai consacré à cette question. Donc, je suis en fin de travail puisque tout ça va déboucher sur un livre qui va sortir chez Gallimard. Donc, je suis en train de réviser. Quand je dis réviser, c'est une façon d'anticiper un peu le manuscrit, en tout cas de terminer le manuscrit. Et donc, voilà, ça a commencé ici. Ça se termine pas ici, évidemment, parce que c'est pas terminé. Mais en tout cas, voilà, ça s'est passé entre Paris et Québec. Alors, je veux dire, d'abord, préciser mon questionnement. Plus généralement, quand on parle du président et histoire, c'est pour mesurer ce qu'il y a d'historique, d'important, de mémorable dans leur action. Alors l'acception que, pour ma part, j'utilise est tout à fait différente. Elle articule deux dimensions. D'une part, la façon dont les présidents de la République ont conçu l'histoire, ce qui renvoie à leur culture personnelle, à leur formation, à leur sensibilité. Et d'autre part, la façon dont ils s'en sont faits les locuteurs, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé le rapport dominant au temps chez leurs concitoyens et parfois tenté de le remodeler. C'est-à-dire que pour moi, en définitive, les présidents me servent d'observatoire pour comprendre le rapport au temps de la société qui les a élus. Donc dans cette perspective, ils sont à la fois acteurs et agents, source de dynamique et révélateurs d'un modèle temporel. Et il s'agit moins de répertorier les usages politiques de l'histoire, notamment au travers de la figure de l'instrumentalisation, que d'analyser comment le récit de l'histoire, en tant que ce qui est advenu, est déjà contraint par un rapport à l'histoire et plus largement au temps. Ce questionnement s'inscrit, vous l'aurez reconnu, dans la poursuite du questionnement lancé par Koselleck, Ricoeur, Nora, non plus Hartog, selon laquelle le temps perçu est lui-même historique, qu'il articule de façon sensiblement différente selon les époques et les moments, et qu'on peut ainsi individualiser des grands types d'articulation, ce que Hartog a qualifié de régime d'historicité. Alors, cette hypothèse a été essentiellement élaborée à partir d'un travail sur un corpus littéraire. Quand on ne sait pas sur la production des historiens elle-même, mon idée, ça a été de confronter ce questionnement à un corpus, si j'ose dire, ordinaire, celui du discours politique articulé à des pratiques sociales. Dans ce cadre-là, disons, la réflexion sur les régimes d'historicité me sert plus de boîte à outils, et il s'agit d'étudier, en définitive, comment des dominances s'entremêlent, se conjuguent, se chevauchent, puisque si on prend un discours, une intervention, un discours politique, on va voir qu'on y retrouve, en définitive, généralement les trois éléments. Un même discours peut se référer, dans une perspective sensibilité passéiste, à des leçons de l'histoire, toujours d'actualité et indépassable. C'est même un lieu commun du discours politique. Tenter d'esquisser sur un mode futuriste les contours du devenir commun, tout en étant marqué par ces grands opérateurs présentistes que sont la dilatation de la notion de patrimoine, l'hypertrophie de la mémoire, la relecture de l'histoire à partir du triptyque victimisation, reconnaissance, réparation. Donc on va retrouver en définitive les trois éléments dans une même intervention, d'où le fait que le travail n'est pas une simple... il ne s'agit pas de retrouver. Alors, président, pourquoi... évidemment, il y a une dimension sensibilité personnelle. Sensibilité personnelle, j'en donnerai quelques exemples. C'est d'ailleurs souvent sous cet angle qu'est abordé le rapport à l'histoire. Pour autant, est-ce que les présidents de la République ne sont représentatifs que d'eux-mêmes ? À peine posée, la question révèle son incongruité. Et je crois que pourquoi s'intéresse au président, c'est parce que le président, c'est l'effet de la constitution de la Ve République, et celui qui, je cite De Gaulle, répond de la France, celui qui doit assurer la continuité de l'État. Or, assurer la continuité de l'État, c'est aussi assurer sa continuité temporelle. La Ve République n'innove pas,
mais elle cristallise puisque elle met fin à la dilution du discours sur l'histoire entre les corps constitués pour le retrouver dans la personne même du président. Pour illustrer le propos, c'est Éric Orsena, qui a été une des plumes de Mitterrand, raconte que quand il arrive à l'Élysée, Mitterrand lui dit ceci: parce que ceux qui veulent être un jour président s'incarnent dès leur enfance, s'incarnent dans leur pays, il va vous falloir forcer votre nature, monsieur Orsena, il va falloir construire des phrases avec la France pour sujet, la France pense, la France veut, c'est une grammaire originale, la grammaire de l'incarnation. Bon, voilà. Et je crois qu'effectivement, elle a bien cette dimension, et loin de décroître, il me semble qu'elle s'est considérablement accrue à partir du moment où, à partir de François Mitterrand, les présidents ont eu à faire face à des demandes de révision du discours national, de reconnaissance des erreurs, des fautes, voire des crimes commis contre certaines portions de la nation par d'autres composantes de celle-ci, ou par l'appareil d'État lui-même. Alors, pour terminer ce préambule, peut-être un paradoxe, c'est que ce discours sur l'histoire, il est à la fois périphérique et central. Je dirais d'une centralité, une périphérie stratégique. Alors, périphérique, j'ai rencontré un très grand nombre d'hommes politiques, dont un ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, et tous m'ont dit: voilà, c'est pas de la préoccupation centrale. Je sais pas, je prends Alain Juppé ne se souvenait même plus d'avoir assisté à une panthéonisation. Michel Rocard disait bon, bah, d'accord, c'est les mots, les symboles, mais enfin, la vie politique, c'est bien autre chose que ça. Hein. Et on retrouverait même ça dans les chroniqueurs. Hein. Michel Cotta a fait publier les carnets secrets de la Ve République, son agenda de rencontres. C'est assez désespérant pour moi parce que bon. Plusieurs milliers de pages, et dans ces milliers de pages, j'ai quasiment rencontré aucun des épisodes qui m'intéressaient. Bon. Donc, périphérie lointaine, mais en même temps périphérie stratégique, puisque s'il n'y a pas d'histoire officielle, au sens d'une histoire validée par les pouvoirs publics et imposée aux enseignants et aux chercheurs, il y a bien une volonté récurrente de produire un récit partagé. Et on voit, à chaque fois qu'il y a des interventions sur l'histoire, qu'elles ont quand même un grand écho dans la presse, et qu'en tout cas, elles semblent être particulièrement importantes pour essayer de recomposer à intervalles réguliers la question de l'identité, c'est-à-dire qu'on va penser l'histoire comme un dispositif symbolique d'agrégation. Donc, c'est ces deux aspects. Alors, dernier élément, qui sont les auteurs de ces discours, on pourra en parler si vous voulez. Bon, au départ, on a des auteurs qui sont des individus, les présidents eux-mêmes. De Gaulle écrit son discours sur le Québec, sur un bateau qui l'amène, il prend 15 jours. C'est plus le tempo des présidents aujourd'hui. Hein, depuis longtemps, on est passé aux plumes, aux ghostwriters, et désormais, on a des conseillers au discours. C'est devenu, on a des gens qui sont reconnus pour écrire ces discours, mais en fait, c'est pas ça l'important. L'important, évidemment, on ne demande pas non plus au président d'avoir fait le budget. Hein, c'est le fait de l'assumer qui détermine le fait qu'on a affaire à une parole présidentielle. Alors, à partir de ce dispositif, j'ai en fait constitué, alors c'est pas par goût de la symétrie, ça tombe bien, mais c'était pas fait pour, 3 couples de présidents. Le premier, c'est Charles de Gaulle et François Mitterrand, ce que j'ai appelé l'histoire de plein pied. Le second, c'est Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, les présidents futuristes. Et le troisième, c'est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, avec comme problématique face au temps mondialisé. Alors, tout d'abord, Charles de Gaulle et François Mitterrand, l'histoire de plein pied. Je crois que ce qui est frappant quand on plonge dans les discours, les gestes de ces deux présidents, c'est la proximité. Cette proximité, elle tient, de ce point de vue-là, à un effet générationnel, au partage d'une même culture. Ils sont nés dans un milieu, somme toute, assez proche.
et ils ont été baignés pendant leur enfance par les mêmes récits enchantés de l'histoire de France. Brodel disait que de son instituteur qu'il récitait l'histoire de France comme un office divin. Les deux ont eu cette éducation, et tous les deux expriment leur passion enfantine pour la France et son histoire. Une passion qui s'incarne dans l'amour de ses héros, de ses paysages, et qui s'enrichit plus tard des lectures, les mêmes Custelle de Coulanges, Péguy, Barrès. Cette histoire est charnelle, est incarnée, elle est dans des paysages, elle produit la synthèse vidalo-lavicienne. Je cite de Gaulle vers l'armée de métier, comme la vue d'un portrait suggère à l'observateur l'impression d'une destinée, ainsi la carte de France révèle notre fortune. Et je ne peux pas faire trop de citations, malheureusement, c'est toujours des textes très beaux. Quand François Mitterrand raconte sa visite à Vézelay, dans le cadre de ses chroniques qui sont publiées par le quotidien, l'hebdomadaire du Parti Socialiste, et repris après dans La Paille et le Grain, on est dans le même contact sensible, charnel, au paysage. Tous les deux affichent une passion de l'histoire. À Bouillon de Culture, en 95, Mitterrand dit « J'étais malade d'histoire, j'aimais faire revivre l'histoire passée, surtout celle de la France. » Et quand il était petit, on raconte qu'il déclamait les textes des orateurs de la Convention. Et puis vous connaissez évidemment De Gaulle, les mémoires. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes et la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Alors, on pourrait développer, mais ce que je voudrais retenir dans le cas présent, c'est qu'il s'agit d'une histoire sans tache ni remords. C'est l'histoire glorieuse et héroïque d'un pays puissant qui est appelé à le rester, une histoire qui ignore la tragédie. J'ai donné deux exemples. Prenons l'exemple de l'esclavage. Nous savons tous que la France a été une puissance impérialiste qui a pratiqué l'esclavage. Eh bien, De Gaulle, quand il va en Afrique, n'en parle absolument jamais. Le terme qui va revenir est un terme écran. Je cite, « Nous n'avons jamais, nous Français, à travers les vicissitudes de notre histoire, servi d'autre cause que celle de la liberté, et nous la servons encore. » Déclaration à Fort-de-France. Bon, il y a des vicissitudes. De ces vicissitudes, évidemment, elles ne sont jamais, à aucun moment, explicitées. François Mitterrand n'en parle pas plus. Certes, il va parler de l'esclavage, mais il ne parle de l'esclavage que en lien avec l'abolition. C'est-à-dire qu'il n'est de l'esclavage que son abolition par la République. Et j'ai été frappé, alors je suis allé à Gorée, et j'ai été frappé de voir que François Mitterrand n'avait rien écrit sur le livre d'or. Le premier président français en exercice à écrire quelque chose sur le livre d'or de Gorée, c'est Chirac, puis maintenant François Hollande, et Giscard, qui était passé, n'écrit que quand il n'est plus président de la République. Alors, de la même façon, tous les deux privilégient une inscription dans la longue durée des conflits franco-allemands, ce qui atténue pareillement la spécificité de la Deuxième Guerre mondiale par rapport à la Première, d'où la difficulté d'intégrer Auschwitz et le génocide. Et tous les deux ont une même évocation de la valeur des soldats allemands qui combattaient par amour pour leur patrie. C'est même la dernière déclaration de François Mitterrand au moment où il va à Berlin, après avoir quitté ses fonctions aux grandes dames de la presse allemande d'ailleurs. Alors pourtant, tous les deux ont des gestes. Charles de Gaulle se rend à Auschwitz. Il se rend à Auschwitz, et je n'ai pas le temps de le citer malheureusement, mais Jean Descrinières, qui était son aide de camp, décrit la visite de Gaulle à Auschwitz, et de Gaulle est complètement désemparé. Il ne sait pas quoi écrire, ce qui ne lui arrive jamais. Mais pourquoi il ne sait pas quoi écrire? Parce que qu'est-ce que faire dans la logique dans laquelle il pense la Seconde Guerre mondiale? Que faire du génocide? Que faire d'Auschwitz? Il y a là quelque chose qui est inassimilable. De la même façon, Mitterrand, Mitterrand qui a pourtant personnellement lui aussi visité les camps d'extermination en 1945,
qui a été le premier qui s'est rendu le premier chef d'État à se rendre en Israël et qui s'est rendu à Yad Vashem, qui, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, avait fait des chroniques sur Anne Frank. Dès lors qu'il est président de la République, il n'en parle plus. Quand il évoque la déportation, c'est la déportation des prisonniers politiques. Parce qu'on est dans une économie qui contraint le discours. Et bon, Jacques Attali le remarquait. Jacques Attali lui fait lire ce qu'il écrit, fasciné par le destin du peuple juif, furieusement anti-hitlérien. Il ne porte sur le génocide qu'un regard distant. Ce n'est pour lui qu'un fait de guerre, pas une monstruosité de la nature humaine. Et Jacques Attali lui fait lire ça et retrace la réaction. Sa réaction fut seulement, commente Attali, « Ah bon, vous croyez ?» Bon, donc on a là quelque chose d'important parce qu'il y a des économies mémorielles. Et par ailleurs, on a enfin, dernier élément, des présidents qui sont parfois à contre-temps. Président à contre-temps, excusez-moi d'être aussi cursif, mais c'est De Gaulle avec le Québec. Quand il tend aux Français cette image, ce miroir de la détermination des cousins d'Amérique, et que ça suscite en France une ironie absolue, c'est de la même façon, contre-temps, quand François Mitterrand, à partir de 92, se refuse à intégrer la question de Vichy et ne cesse de dénoncer l'anachronisme de ses détracteurs. Benamou cite une phrase de Mitterrand: « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ici, tranquillement, en temps de paix, 50 ans après, vous jugez sans savoir, sans connaître le contexte de l'époque, sans savoir qu'il fallait sauver sa peau. » Et Attali lui dit: « Quiconque n'a pas vécu, ne l'a pas vécu, ne sait rien de cette époque. Vous n'avez pas connu cette période, vous ne pouvez pas la comprendre. » Alors on a là quelque chose qui est assez commun chez les témoins, la disqualification de l'historien par le témoin au nom de l'expérience, mais qui prend un sens différent parce que c'est pas simplement un plaidoyer pro domo, mais c'est aussi la défense d'une histoire nationale. Et c'est au nom de sa fonction que Mitterrand tient ses propos, pas simplement au nom de la défense d'un passé d'ailleurs qui, par ailleurs, n'a vraiment rien de honteux. Alors, premier cas de figure, on pourra y revenir. Deuxième cas de figure, les présidents futuristes, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Alors, le rapprochement un peu étonné, dans la mesure où l'un apparaît dans les manuels d'histoire comme en ligne droite du gaullisme, alors que l'autre se pose en rupture. Mais en définitive, quand on étudie en tout cas cet aspect qui est le discours sur l'histoire, ce positionnement, leur proximité s'impose. Elle s'impose autour d'un thème qui est celui de la modernisation. Alors, c'est un thème, je dirais, classique du personnel politique français depuis 1945, voire avant. Et c'est un thème classique du gaullisme, vivre avec son temps, ne pas avoir la nostalgie de la marine à voile et de la lampe à huile. Mais chez Pompidou et chez De Gaulle, la modernisation n'est pas simplement une action en faveur du progrès économique, scientifique, sociétal, voire social, mais un qualificatif imprécis à valeur globale et programmatique, en d'autres termes, une idéologie. Et dans ce cadre-là, l'histoire change de valeur. Au lieu d'être cette ressource, ce squelette qui permet de penser le monde, elle devient un fardeau. Elle devient une entrave, un handicap, une entrave à la modernisation de la société. Et ça, on le voit très, très fortement d'abord dans le changement de statut, la volonté de se poser en spécialiste, en technocrate, Pompidou se posant en économiste, en dépit de sa formation, mais grâce à son séjour à la banque Rothschild. Valéry Giscard d'Estaing se prévalant de son parcours universitaire, et truffant ses discours de chiffres. Ni pour l'un ni pour l'autre, l'histoire n'est plus une discipline cardinale. Je vous rappelle la phrase fameuse de Pompidou:
En 69, les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Et surtout, un déplacement de l'histoire vers la géographie. Je cite toujours Pompidou, il n'y a plus de terra incognita sur les cartes, il n'y a plus rien à découvrir. Cela a des conséquences économiques, cela a des conséquences politiques, et cela a même des conséquences pédagogiques. La géographie prend beaucoup plus d'importance que l'enseignement de l'histoire. Donc, dépassement de valeur, un geste commémoratif, je dirais, parcimonieux. Pompidou accomplit les rituels de sa fonction, le dépôt de gerbe, etc. Mais en définitive, quand on regarde ce qu'il produit dans son mandat, il ne produit que 4 discours commémoratifs, dont 2 qui lui sont imposés parce que De Gaulle s'était déjà engagé à les prononcer, et on ne cesse de lui reprocher de déposer des gerbes à la sauvette. Giscard s'est manifesté justement par sa rupture avec le rituel, et ce geste, peut-être assez maladroit, de la suppression du 8 mai 45, et Giscard n'envisage in fine une panthéonisation que en réaction aux maladresses de son Premier ministre après l'attentat de la rue Copernic, où il avait dit qu'il y avait eu des victimes innocentes, en décidant de la panthéonisation de René Cassin, parce que René Cassin était juif, panthéonisation qu'il décide dans l'entre-deux tours, qui sera faite par Mitterrand bien plus tard. Donc il y a une volonté là de rupture, qui est très, très forte, qui va prendre la figure d'une disqualification de l'histoire. Conférence du 10 juillet 69 de Pompidou, où on lui pose la question de comment il se positionne par rapport au Québec libre, et où il répond « Jacques Cartier est mort, et même Montcalm. Par conséquent, nous n'avons pas l'intention d'annexer le Québec. » Tournez la page. Conférence de presse qui a fait beaucoup couler d'encre sur Touvier, Touvier, donc ancien chef de la milice, où il symétrise la collaboration et la résistance. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération et par contre-coup l'épuration et ses excès. On peut quand même faire moins résistentialiste, tu meurs, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés. Et l'exode d'1 million de Français chassés de leur foyer, et du coup l'OS et ses attentats et ses violences. Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas? Les Français ne s'aimaient pas, c'est une phrase de Maurras. S'entre-déchirer et même s'entre-tuer. Je ne dis pas cela, même s'il y a des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Donc, l'histoire, c'est ce qu'il faut mettre entre parenthèses pour avancer. Valéry Giscard d'Estaing a très largement développé ce thème de façon encore plus nette. J'ai eu l'occasion de parler il y a quelques jours de l'avenir de la France. Je sais d'ailleurs que quelques-uns, curieusement, me l'ont reproché, comme si l'on pouvait conduire un grand État moderne, le regard fixé sur le rétroviseur. C'est l'attitude même de Clio. Clio, c'est celle qui avance en regardant par derrière. Giscard n'est pas Clio. Et dans les vœux du 1er janvier, du 31 décembre 1977, elle dit aux Français « Ne nous laissons pas accabler par les rhumatismes de l'histoire. » Et il y revient en 2001. Le passé ne doit pas peser indéfiniment sur les possibilités d'avenir. Ce qui est passé est passé. Les historiens porteront un jugement. D'ailleurs, c'est très important. Ça va être l'attitude de Giscard. C'est le passé, c'est le domaine des historiens. De ce point de vue-là, il fait des choses tout à fait importantes. La loi sur les archives de 79 qui permet la consultation des archives après 30 ans de délai, donc qui ouvre la possibilité du travail sur Vichy, et je remarquerai que c'est sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing qu'est créé l'Institut d'histoire du temps présent. Donc il y a des gestes, mais voilà, ne lavons pas notre linge sale en famille, confions-le à des spécialistes. Ces spécialistes, ce sont les historiens, avec chez Pompidou, comme chez Giscard,
une critique très importante de Michelet, c'est-à-dire de l'histoire mythique de la mythologie, cette mythologie qui empêcherait les Français d'être à l'heure de leur temps. En même temps, pareillement, dans la continuité d'un De Gaulle ou d'un Mitterrand, innocence de la France. Là aussi, on est dans une histoire sans remords, sans tâche, et de façon assez extraordinaire, quand Giscard est interrogé par la tribune juive en 1977, Giscard donc, il s'est rendu à Auschwitz, qui n'a pas prononcé de discours. Le premier à prononcer de discours, ce sera Jacques Chirac, et qui dit « Quand je suis allé à Auschwitz, j'ai éprouvé une très profonde émotion en pensant aux victimes, et non pas, au contraire, en éprouvant un sentiment de responsabilité collective, et ceci, grâce au ciel et à la tradition de la France. » Bon, voilà, c'est une histoire étrangère. C'est une autre histoire pour laquelle on peut avoir la compassion, mais qui en aucun cas n'altère la France, l'histoire de France. Alors, de façon un peu cursive, je continue mon parcours pour tenir le temps. Face au temps mondialisé, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui est à la fois le passé négocié et l'impossible réenchantement du roman national. Alors, si vous voulez, tel que je le perçois, bon, d'abord, l'accession de Jacques Chirac à la présidence de la République marque un changement important. Pour la première fois, cette fonction est occupée par un individu qui, en raison de son âge, il est né en 1932, n'a pas joué un rôle quelconque pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à tous ses prédécesseurs, qu'il se soit tenu à l'écart, Georges Pompidou, ou qu'il en était acteur, fût-ce quelques mois, Valéry Giscard d'Estaing. À cette première caractéristique s'en ajoutent deux autres qui ne correspondent ni au renouvellement de la vie des élites politiques françaises et au jeu des générations, ni au calendrier de la vie politique de ce pays. Je crois que c'est la fin d'un monde bipolaire avec l'effondrement du bloc socialiste au tournant des années 90, qui laisse entrevoir une possibilité d'un nouvel ordre mondial multipolaire, ce qu'on a qualifié de mondialisation. Si vous voulez, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette idée de mondialisation, c'est pas la circulation ou l'augmentation quantitative des échanges économiques et culturels, mais en suivant ce qu'en dit le géographe Christian Grattalou, c'est d'abord cette mondialisation, qui n'est jamais que la énième, est d'abord un changement mental, c'est-à-dire qui entraîne la perception massive par l'opinion publique et les acteurs politiques de l'ensemble des relations matérielles et immatérielles qui tissent le monde contemporain. Alors, en quoi ça nous intéresse? C'est que cette nouvelle pensée ou ce nouveau rapport au monde bouleverse la façon de penser les États. C'est notamment la fin de l'État westphalien, la fin de l'État régi par le principe eius religio, eius regio, cuius religio, autrement dit, la coexistence d'États maîtres de conduire chez eux la politique qu'ils souhaitent et l'émergence de valeurs effectivement universelles qui touchent aussi bien les politiques des États contemporains que le regard que ceux-ci doivent porter sur leur passé. Je dirais que la généralisation de la prise en compte des pages sombres des histoires nationales, ponctuées par des gestes symboliques de reconnaissance, peut être regardée comme une dimension de la mondialisation, je dirais, pour ma part, sa dimension mémorielle. Alors, le fait de présenter des excuses assorties parfois de réparations n'est pas une innovation des années 90, mais jusque-là, c'était le fait des vaincus, en premier lieu des Allemands. Et il me semble que le traitement mémoriel de la Shoah devient matriciel d'un nouveau rapport au passé, porté par la globalisation, tant celle-ci joue la fonction d'un événement négatif, fondateur en négatif. C'est précisément sur ce geste, c'est-à-dire cette adéquation au moment, que bute François Mitterrand à partir de 92.
on est là dans un premier élément qui me semble extrêmement important. La troisième caractéristique du moment auquel Jacques Chirac accède à la présidence sont les effets à long terme sur la société française de l'arrêt de la croissance forte qui avait marqué les années de Gaulle et Pompidou. La crise n'est plus désormais conçue comme un épisode conjoncturel, un tunnel, dont on pourrait bientôt voir le bout. C'est évidemment important parce que c'est dans le cadre de cette crise économique qu'on voit une instabilité politique. À partir de 1978, toutes les majorités sont défaites aux élections suivantes. Le seul qui a réussi à reconduire une majorité, c'est Nicolas Sarkozy. Mais en faisant passer, en se posant comme étant lui-même l'alternance à Jacques Chirac, et par ailleurs on a une montée en puissance du Front National. Je rappelle que le Front National en 81 était à 0,18%. On ne fera pas d'anticipation sur les prochaines municipales, mais et avec la montée du Front National, la montée d'une thématique qu'il répand dans l'opinion publique, qu'il appelle thématique de l'identité. Or, ce terme, marginalisé depuis la Deuxième Guerre mondiale, est devenu de plus en plus important dans le débat politique et les gestes publics. Ces changements et inquiétudes ont une incidence sur le regard porté par la société française, et plus largement d'ailleurs les sociétés occidentales, sur l'histoire. L'histoire s'était identifiée au XIXe siècle avec la certitude nationale, la confiance dans la pérennité et le développement de la nation. L'historiographie s'était professionnalisée pour permettre la consignation d'un récit vrai et vérifié de la nation. Les changements d'échelle qui s'affirment dans les années 80-90, au contraire, fragilisent l'histoire nationale, ainsi que le grand récit. L'effacement de l'avenir, c'est-à-dire des certitudes que l'on concevait à son sujet, modifie la perception du temps historique, laissant place à ce que l'on aura appelé un présent dilaté. Et donc, on est là dans un moment... ça ouvre un moment différent. D'où le fait que le passé rentre en négociation. C'est pas simplement d'ailleurs le cas de la France. Le passé rentre en négociation partout. Pensez en Estonie où on négocie le monument commémoratif aux combattants de la liberté, parce qu'on peut difficilement les représenter sous le trait des Waffen-SS. Ça marche mal. Pensez à l'ensemble des gestes qu'on peut trouver en Amérique, en Espagne, partout. Alors, du point de vue de Giscard, ça commence avec un acte fondateur qui est le discours du 16 juillet 1995 devant le monument du Veldiv, où Jacques Chirac se rend. C'est pas le premier, Mitterrand y est allé avant, mais prend la parole, il est le premier, et prend la parole en disant « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. » Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bureau. Nous conservons à l'égard des victimes une dette imprescriptible. Et ce discours, qui est un discours, on a évidemment retenu ça, il y a des erreurs commises, il y a des fautes, il y a une faute collective, est contrebalancé par, mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n'était plus à Vichy, elle était dans les sables libyens, les forces françaises libres. Elle était à Londres, incarnée par le général de Gaulle. On aurait pu attendre un troisième élément. Elle était dans les caves de la Gestapo, ou dans les réseaux, dans les maquis. Mais non, elle est présente, une et indivisible dans le cœur des Français. C'est juste parmi les nations, c'est-à-dire ce qui va, nouvel élément de l'économie mémorielle, ce qui va racheter la faute, eh bien ce sont effectivement les justes. Alors c'est un discours très intéressant, c'est un discours qui est en rupture avec les positions antérieures de Jacques Chirac, d'une part, et c'est un discours qui a une histoire assez drôle, puisque Chirac dit à Christine Albanel, sa plume, dit il faudrait que tu me fasses un discours bien. Et Albanel fait ce discours, Chirac le relit, trouve ça très bien, et pour eux c'est fini. Voilà, l'affaire est finie, l'affaire est réglée. Or, ce discours va marquer complètement la présidence chiracienne et va lancer une nouvelle dynamique,
puisque à partir de ce discours, l'axe de la politique mémorielle de Chirac, ça va être l'idée de promouvoir une mémoire partagée. La force d'une nation tient d'abord, je le cite, à son unité, à une histoire partagée, à la solidarité qui l'anime. Nous devons agir pour que tous les Français, d'où qu'ils viennent, puissent se retrouver dans la République. Et ça va induire toute une série de gestes qui d'ailleurs vont se faire en harmonie avec le gouvernement de cohabitation, le gouvernement Jospin, de reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'esclavage, de reconnaissance de l'immigration. Après tout, c'est le musée, la Cité nationale de l'immigration, est un projet mis en place par Chirac, alors que c'est quelque chose qui datait de bien avant et qui jusque-là avait été tenu sous le boisseau, mais c'est aussi le refus de célébrer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. C'est la réunion des communautés amérindiennes à l'Élysée, le musée des Arts Premiers, on peut en discuter. La seule discordance qui va se passer, c'est l'hommage, le discours de Jospin à Crâne le 5 novembre 1998, proposant de réintégrer les mutins de la Première Guerre mondiale dans la mémoire collective, où là l'Élysée va montrer les dents, mais pas parce qu'il y a un désaccord sur le geste, mais parce que là Jospin empiète sur le président de la République, chef des armées. C'était pas à lui à prononcer ce discours, c'était à Chirac. Et donc on a la tentative à ce moment-là d'élaborer une nouvelle économie mémorielle, une nouvelle comptabilité mémorielle, si vous voulez, où on reconstitue un autre récit, où les justes font Pendant et rachètent Vichy, où on met l'accent sur Alexandre Dumas, produit du métissage. Et de ce point de vue-là, il y a bien un effet de la sensibilité un peu personnelle d'un Chirac qui ne s'est pas jamais pensé dans l'histoire nationale, curieux des arts premiers, curieux de l'histoire de l'Afrique, curieux de l'histoire de l'Asie. Un Chirac prenant distance. Pour la petite histoire, Chirac avait toujours dans son sac, ça m'a été rapporté par dans son cartable, par plusieurs témoins, il le dit au début de ses mémoires, mais c'est vrai, une espèce de chronologie de l'histoire de l'humanité. Et dans les réunions où il s'emmerdait, ou dans les réunions où il trouvait que c'était pas intéressant, il sortait sa chronologie de l'histoire de l'humanité, l'histoire de dire que ce qui était en train de se discuter avait quand même une importance tout à fait relative. Donc, il y avait là, effectivement, il y a un facteur personnel, d'ailleurs, il le pousse assez loin. À un moment donné, il est dans une conférence de presse à Berlin, à l'Office de la jeunesse, et le discours n'a pas été rédigé, donc il est devant des jeunes, puis moi ce matin j'étais voir un monument aux deux guerres, tous ces jeunes morts, et puis il dit, morts, pourquoi? Pour rien. Bon, ce qui est là, c'est l'explosion du discours d'un président de la République, parce que si les morts du précédent conflit, de la Première Guerre mondiale en l'occurrence, sont morts pour rien, qu'est-ce qui garantit que les prochains vont mourir pour quelque chose? On a l'économie commémorative qui saute. Bon, mais là c'était une improvisation, mais je crois que c'était fondamentalement ce que pensait Jacques Chirac. En tout cas, voilà la tentative de renégocier l'histoire, de modifier les choses, et ce dont il faut noter, c'est qu'évidemment, ça va susciter d'extraordinaires résistances, non pas à gauche, mais à droite. C'est d'abord dans sa majorité que on va avoir une contestation de l'ensemble de ces gestes, menée d'ailleurs par son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui va faire campagne contre ce qui va, en reprenant le qualificatif de Philippe Séguin, repris lui-même de la déclaration des évêques de France, qualifié de repentance. Et on voit au sein de sa majorité, c'est le débat de 2005 sur le bilan positif de la colonisation française, une volonté d'arrêter la négociation, ou alors de dire, puisqu'on donne quitus à d'autres d'un certain nombre de points, qu'on donne aussi quitus, par exemple, aux descendants des Pieds Noirs, de la question des apports de la France en Algérie. Donc, on est là dans quelque chose de difficile, tout ça est en tension. C'est dans ce cadre-là qu'on peut aborder rapidement, mais on pourra en discuter, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, alors qui lui non plus, quand on étudie un peu sa biographie, ne se pose pas
dans un rapport intime à l'histoire, mais un rapport intime à l'émotion. C'est l'émotion qui l'amène, c'est cette idée d'émotion qui l'amène à faire écrire, à signer la biographie de Georges Mandel, assassiné par la milice. Il y a là une rencontre qui s'opère entre Henri Guénaud et Sarkozy. Guénaud me l'a raconté, cette rencontre. Guénaud va voir Sarkozy, Guénaud qui avait été donc un proche de Philippe Séguin, et lui dit que, à son sens, la question de l'histoire est une question essentielle aujourd'hui. Et Sarkozy lui dit banco, faites-moi un discours. Faites-moi un discours, c'est le discours de Nîmes, du 9 mai 2006, discours où, grosso modo, Sarkozy parle de l'amour de la France. Merci d'être venu pour partager une espérance, d'un futur que nous allons construire ensemble. Merci d'avoir voulu affirmer votre foi dans une idée d'avenir, la France dont on n'a pas assez parlé ces derniers temps, la France qui n'est pas toujours assez respectée, la France dont le devoir premier de chaque Français est de l'aimer. Bon, discours très important, et c'est un discours test, ça marche. C'est-à-dire qu'il est ovationné comme jamais, et à la fin, il y a toute une série de gens qui étaient dans ce meeting, on le voit en lui disant, en le remerciant d'avoir dit ce qu'il comptait, de ce qu'ils voulaient entendre. Et à partir de là, ça va devenir une des lignes directrices de toute sa campagne présidentielle. Et donc, on est là dans une volonté de réenchantement du discours national, un discours national ni de droite ni de gauche, mais de France, n'est-ce pas, avec la réaffirmation de la valeur du sacrifice, d'où le geste à l'égard de Guy Môquet. La lecture de la lettre de Guy Môquet, indépendamment, d'ailleurs, pour son appartenance politique, le fait que Sarkozy se rend chaque année au plateau des Glières, au lieu de la résistance, le fait des funérailles nationales à Lazare Ponticelli, discours sur Jeanne d'Arc, on a là une volonté de faire de l'histoire un thème important, avec quand même un effet, c'est que ça ne marche pas. Ça marche dans une partie de l'opinion, c'est très lié à la question de l'identité, mais en même temps, on n'est pas dans le processus ne marche pas jusqu'au bout. Après tout, Nicolas Sarkozy est le premier président à pas réussir à faire entrer quiconque au Panthéon. 2 tentatives, Albert Camus, Marc Bloch, 2 refus des familles, parce qu'il était Sarkozy. La maison de l'histoire de France, qui est un échec, c'est-à-dire que, en définitive, l'histoire est devenue une variable d'ajustement. Et ça n'apparaît pas comme quelque chose de cohérent, ça apparaît comme quelque chose de factice. Je veux dire, d'une certaine manière, on aurait pu penser que Sarkozy aurait dû être le président préféré des historiens. D'ailleurs, il organise des repas avec les historiens. Mais immédiatement, les gens sortent de là et s'en démarquent. Parce qu'on ne peut pas faire coïncider à la fois le discours sur l'histoire et le dénigrement de la princesse de Clèves, le discours sur les universitaires, sur le CNRS. J'ai vu le CNRS et j'ai vu de la lumière et il faisait chaud, je suis rentré. Voilà. Tout ça ne fait pas cohérence. Mais il fait beaucoup plus chaud ici, je vous assure. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Vraiment, je ne qualifierais pas ça, moi, d'histoire bling-bling, comme l'a proposé Nicolas Offenstadt, mais plutôt d'une histoire hors sol. Une occasion de faire des coups politiques. Je disais variable d'ajustement. Et d'une certaine manière, cette histoire reste toujours négociée. J'arrive à 44, cette histoire reste toujours négociée. J'en donne juste un exemple avant d'attaquer ma conclusion, c'est le rapport Caspi. Début de mandat, Sarkozy demande à un universitaire de droite, spécialiste des États-Unis, André Caspi, de faire un rapport sur les commémorations. L'idée, c'est de diminuer le stock commémoratif, la multiplicité des dates commémoratives qui sont accumulées. Et
Et Caspi, il va à la serpe, hein, puisqu'il retient le 11 novembre, le 14 juillet, le 8 mai hein, de mémoire, et c'est tout. Et ce qui correspondait un peu à l'esprit de la campagne, hein, donc à une reconstruction d'un roman national avec des dates positives. Et ça marche pas. Ça marche pas, ça soulève le tollé, et le rapport n'est même pas encore remis au président de la République, il est déjà abandonné. Parce qu'il y a de l'impossible. On est bien rentré dans un moment d'histoire négociée. Alors, peut-être quelques mots en conclusion. Je crois que la difficulté rencontrée, elle tient très largement au fait qu'on est au fait que le présentisme hein, est d'abord une crise d'échelle, une crise spatiale. Hein, peut-être ce qu'on pourrait appeler la crise de ce monde fini, hein, évoquée par Valéry et repris par Pompidou. Hein, et que dans ce cadre, la France vieille État-nation a peine à rentrer dans l'ère post-nationale où tout ce qui peut être regardé comme des nostalgies d'empire, mais aussi des nostalgies d'un temps où la France faisait l'histoire mondiale. De ce point de vue-là, l'histoire est compliquée. Et surtout, si vous voulez, il me semble qu'il résulte une désarticulation croissante du discours des présidents de la République. Voilà, en tout cas, une difficulté à réarticuler, à passer du mode, je dirais, l'histoire de plein pied, à un autre mode, parce que cette réarticulation, en définitive, elle est complexe, elle est toujours en tension, et on n'en a pas pour l'instant la véritable structure. Je m'arrêterai là. Merci.